Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Pika Live, mais surtout, bien évidemment, bonne année 2024. C'est le premier live de l'année, donc évidemment qu'on se souhaite les vœux de la bonne année parce que c'est important et plein de belles choses sont prévues en plus pour 2024. Alors du coup, on débute, mais on est heureux de débuter. Coucou les gens du chat, car comme d'habitude, vous le savez, je suis toujours avec vous et je vous dis oui, meilleurs vœux tout le monde. J'adore quand il y a de l'amour comme ça dans le chat qui émane, ça me fait très très plaisir. Et aujourd'hui, justement, voilà, c'est le début de l'année. On va regarder un petit peu ensemble tout ce qui va se passer, au moins sur une partie du premier trimestre. Il y a plein de très très belles nouveautés, dont, voilà, on ne voit pas très très bien, mais une nouvelle série vraiment très sympa avec une nouvelle collection. Non, en fait, on ne le voit pas très bien, mais c'est pas grave. La meilleure partie, non, c'est faux. Ça commence à prendre une tournure très étrange. Mais vous avez compris évidemment que je parlais de Omniscient Reader's Viewpoint, qui sera un des gros sujets de l'émission d'aujourd'hui. Mais avant, nous allons commencer par de la douceur avec Pierre-Alain Dufour. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, Pierre-Alain. bonne année à tous. Ça me fait très plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Oui, ça faisait un petit moment qu'on Mais s'était ça pas fait vu. super longtemps. Mais c'est ça le truc, c'est que le trimestre dernier, j'étais pas là. J'étais pas là, j'ai timing, planning, ça marchait pas, ça matchait pas. Du coup, je suis trop contente de redébuter cette année 2024 à vos côtés, avec vous. Ça fait trop plaisir. On est très content de vous retrouver, de relancer Pika Live et de faire cette nouvelle année, commencer sur le bon pied avec cette nouvelle émission. Et de très belles nouveautés, je vous le disais. Je vous rappelle qu'on est ensemble pour 2 heures, qu'on va regarder un petit peu toutes donc, les nouveautés qui arrivent là sur ce début d'année 2024 avec différentes personnes de chez donc Nobinobi et Pika Édition qui seront avec nous. Et la deuxième partie de l'émission, ce sera le gros focus. On va parler de la nouvelle collection Pika Webtoon. Je vous rappelle également qu'il y aura des cadeaux à gagner. Oh, des cadeaux fabuleux, mais ce n'est pas tout de suite, ne soyez pas trop pressés. Ce sera dans quelques petits instants qu'on va pouvoir lancer évidemment ce moment concours que vous aimez tant et que vous aimez spammer sur le chat, puisque c'est avec le chat qu'il va falloir le faire. Donc pour participer, évidemment, n'oubliez pas de follower le channel de Pika, de mettre la petite cloche, enfin tous les éléments qu'il faut bien, parce que du coup, il va falloir écrire sur le chat pour pouvoir participer à ces petits concours et gagner de fabuleux et de merveilleux cadeaux. On est parti pour les Pika Actu. 2, 1. Alors je dis Pika Actu parce que c'est comme ça que ça s'appelle, mais on commence par les Nobinobi Actu. Ça marche moins bien. Le jeu de mots, il marche moins bien. Ça marche un petit peu moins bien, mais on aura compris, évidemment, Pierre-Alain. Et avant, du coup, de commencer à parler des belles nouveautés qui arrivent du côté de chez Nobinobi, c'est un grand luxe, c'est vraiment jackpot, il y a des animés pour les 2 séries, on va vous permettre de remporter un pack. C'est vraiment limite, c'est Noël maintenant en fait, mais non, c'est déjà passé, mais c'est encore Noël avec Pika, car du coup vous avez le package complet de toutes les nouveautés du mois de janvier, Monsieur Méchant le tome 1, Les 4 frères Yuzuki le tome 1, Welcome Back Alice le tome 1, Thunder 3 le tome 1, Le chien gardien d'étoiles, qui est un one-shot a priori si je me plante pas, ainsi que, je parle pas allemand, Die Vergelder, c'est Musukashi, c'est un peu compliqué. Dit Vergelder. Vergelder, voilà. On dit c'est ouais. dit. C'est pas Die. Non, c'est parce que c'est pas Die Hard, c'est Die Hard, parce que c'est de l'allemand. C'est dit. Ok, Die Verdel. J'arrive pas. Mais voilà, un titre évidemment d'un grand artiste du coup, c'est mal que je l'épelle mal. Mais vous pourrez remporter du coup ce package énormissime en tapant évidemment. Meilleur, comme ça c'est du bonheur, bonne année, vous avez déjà commencé. J'ai l'impression que c'est à moi que vous souhaitez bonne année. Regarde, je comprends. Bonne année, bonne année, bonne année. C'est merveilleux. Non mais c'est parfait. Alors Happy New Year, ça ne marche pas. Ça ne passera pas. Ça ne sera pas comptabilisé malheureusement. Mais voilà, je vous laisse profiter. Le tirage au sort sera effectué un petit peu plus tard. Il me semble qu'on donnera les noms des gagnants éventuellement, je crois, en fin d'émission. Mais de toute manière, en backstage, les gens s'occupent de gérer les concours. Je vous ferai un petit rappel, évidemment, sur tout ce qu'il y a à gagner un petit peu plus tard. Et écoutez, vous serez notifié si vous avez gagné. Après, vous devrez contacter les équipes de Pika pour pouvoir réclamer votre dû, bien évidemment. Alors, on va commencer donc par les belles nouveautés qui arrivent là en janvier. Ouais. On a du coup ces 2 titres qui sont ici, que je trouve d'une incroyable douceur, tous les 2. C'est vraiment très 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 sympa. Alors, normalement, vous avez au moins déjà vu l'animé de celui-ci, puisque c'était, je crois, à la saison dernière. Ouais, c'est ça. Si c'est pas la saison d'encore avant. Mais normalement, ici, là, on pleure un peu. Moi, j'ai pleuré à chaque épisode.
Mais on pleure avec le cœur chaud, j'ai envie de dire que, tu vois, c'est des larmes de cœur et aussi un peu positives. Donc c'est pas larmoyant, j'ai envie de dire. C'est parce que j'ai oublié de préciser que j'étais une maman. Excusez-moi. Exactement. C'est Ah oui, mais des quand on enfants est... abandonnés, enfin C'est pas ça. abandonnés, mais sans parents, rien que. En fait, dis-toi, l'épisode 1, qui donc ressemble énormément en fait au découpage Ouais, évidemment ils du ont manga. repris vraiment beaucoup. Ouais, C'est très très similaire. Alors le truc c'est que moi j'avais regardé un certain nombre d'épisodes et ça allait un petit peu plus loin ici dans le manga, il me semble, car du coup il y a un chapitre que j'ai adoré en plus à la fin sur le grand frère qui ouais. se rend compte qu'il est devenu une daronne, c'est incroyable, c'est incroyable. Je me suis sentie très concernée d'ailleurs hein, par finalement ce qui lui arrivait à ce grand frère et avec donc ces 4 frères. Ouais. Yuzuki, Ouais. on se plonge dans le quotidien d'une famille japonaise qui se retrouve du jour au lendemain sans parents. C'est ça, exactement. C'est notre nouveau shoujo qu'on sort là, le 17 janvier, donc c'est tout bientôt, dans lequel on suit donc les 4 frères, donc Hayato, Mikoto, Minato et Gakuto. Ah, t'es trop Voilà. fort. Ah, t'es trop fort. J'ai révisé un petit peu, mais non, Bravo. qui sont tous d'âge très différents, puisque l'aîné, donc Hayato, qui a 23 ans, qui est professeur dans un collège, en fait le collège de ses 2 plus jeunes frères, donc Minato et Mikoto, qui ont la particularité d'avoir seulement 10 mois d'écart, donc ils sont très très proches, ils sont dans la même classe, et pourtant 10 mois d'écart, ça change tout, À cet âge-là. à cet âge-là, ça fait une grosse différence. Et Gakuto qui lui entre en primaire et lui il est très jeune mais il a plutôt la sagesse d'un vieillard, on a envie de dire. Son meilleur ami d'ailleurs c'est le vieil homme qui habite juste en face, Monsieur Fujiko, avec qui il joue au shogi toute la soirée. Et il regarde Des émissions de polar, voilà, des séries d'époque. Voilà, historique du exactement. Japon. C'est un petit garçon un peu particulier. Mais c'est ça qui est vraiment génial. Donc c'est leur quotidien. Donc avec ce grand frère qui prend le rôle de la maman plus, parce qu'il est très comparé à la maman plus qu'au papa. Oui. Par la force des choses. Effectivement, c'est très touchant parce que il décide de prendre à sa charge ses 3 frères. Alors que voilà, toute sa famille l'encourage à prendre une aide externe ou de confier le plus jeune au reste de la famille. Mais non, il a pas envie de briser, il le dit de manière très touchante, il n'a pas envie de briser une deuxième fois cette famille. Et donc il fait en sorte de les garder auprès de lui et donc de gérer à la fois son métier de professeur et cette vie de père au foyer quelque part où effectivement il doit gérer, là en plus là les 3, les 2 plus grands rentrent au collège et le plus petit en primaire, donc lui ça lui fait énormément de travail. Et c'est vraiment très très bien écrit, très bien amené, très juste aussi. Évidemment il y a beaucoup de tendresse, mais encore une fois je trouve que c'est pas du tout larmoyant, même si effectivement le parce que pitch c'est de très base, touchant. voilà, Parce que c'est très touchant. Et quand on est très émotif, il y a vraiment des passages qui peuvent provoquer des larmes, mais pas parce que c'est des choses tristes et hyper dramatiques, Ouais. car c'est plus l'émotion en fait qui va nous toucher dans certaines situations. C'est ça en fait, c'est que c'est assez juste. Je pense que ça peut parler effectivement à des gens qui ont des enfants, mais aussi tout simplement si vous avez des frères et des sœurs. Moi j'aime beaucoup le fait qu'effectivement Mikoto qui est celui qui est le deuxième et qui a donc été finalement le dernier de la famille seulement pendant 10 mois parce que son autre frère est prématuré et donc du coup il y a vraiment très peu d'écart entre les deux. Et en fait, il le vit pas très bien finalement n'a pas avoir profité d'être le petit dernier. Et rapidement, alors qu'il n'a que 10 mois d'écart, on lui dit mais c'est toi le plus grand, il faut que tu fasses attention à ton petit frère. Et lui, par contre, son petit frère, c'est vraiment le petit dernier, capricieux, etc. C'est plein de réflexions très, très bien amenées, très justes sur comment chacun on peut supporter de vivre ce qu'ils vivent eux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est assez original, c'est qu'au final, il n'y en a aucun qui est lycéen. Et finalement, c'est des âges qu'on traite assez peu dans les mangas, le primaire, le collège et puis voilà, la vie active. On aurait pu s'attendre à avoir le contexte qu'on a le plus souvent, c'est plutôt le lycéen. Oui. Et là, il n'y en a pas. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce titre, c'est qu'on voit
voilà, d'autres époques un petit peu de japonais voilà, au quotidien. Et il y a aussi beaucoup de personnages autour d'eux, Oui. notamment surtout la famille des voisins qui habitent juste en face, où donc il y a le grand-père avec ses deux petits-enfants. Et là aussi, il y a vraiment une alchimie entre ces deux familles qui, je trouve, fonctionne vraiment très très bien. Notamment donc, Minato qui est un peu le plus turbulent et voilà, celui qu'on voit. Qui est un peu narrateur au début. Exactement. Il raconte un petit peu sa vie au début. Bah, en fait, au fil de la série, c'est quand même plutôt autour de lui, effectivement, que ça se passe à travers lui. Et il a sa meilleure amie, Uta, qui est la plus petite fille du vieux monsieur en face. Mais j'aime beaucoup leur relation, parce que voilà, c'est vraiment une relation d'amitié sincère, il n'y a pas du tout de romance ou quoi. Et voilà, il va se passer pas mal de choses autour de ces deux personnages. Mais tout ça, voilà, encore une fois, c'est la vie, quoi. C'est la vie au sens large. Et je pense qu'on peut tous se reconnaître en eux, quoi. Mais totalement, c'est ce que les gens disent d'ailleurs sur le chat, hein. Il y a des gens qui l'ont dit, on s'identifie énormément, ils sont extrêmement doux, c'est les plus mignons. Donc il y a vraiment cet aspect qui a été totalement compris. Par les gens. Je pense que donc, beaucoup ont pu tester l'animé, c'est pour ça qu'ils s'expriment aussi bien sur le titre, parce qu'il ne sort que le 17 février. Janvier. Je vais un peu trop loin dans le futur. Ah, puis, très belle facture, je trouve, l'animé, oui. Dans les couleurs, etc. Moi, j'étais très content de ce rendu, bah, là aussi, qui transcrit bien cette douceur et cette chaleur humaine. Donc oui, l'animé, je pense que complète bien le manga aussi. Ouais. Ils ont tenté des petites choses sur l'animé qu'il n'y avait pas dans le manga. J'étais très contente d'avoir le manga en main pour me rendre compte que c'était une différence qui avait été amenée dans l'animé. Mais c'est le fameux épisode où justement il y a Minato et son grand frère d'au-dessus, Mikoto, qui du coup nous explique un petit peu comment ça s'est passé quand ils étaient tout petits. Et on voit, en fait, dans l'animé, il y a vraiment le passage où Mikoto, il va exploser. En fait, petit à petit, ce mal-être qui se manifeste par un effet visuel hyper intéressant et bien pensé, c'est un truc qui a été développé pour l'animé. Et je trouve ça cool de ne pas avoir fait du case par case et d'avoir apporté un peu d'originalité. C'était vraiment très bien pensé. Mais du coup, si vous voulez en savoir plus sur les 4 frères Yuzuki, ce sera à partir de la semaine prochaine. Et c'est vraiment très très bien, c'est vraiment très agréable à lire. Vous allez passer un excellent moment, mais il y a déjà des gens évidemment qui sont au courant. Hein. Vous êtes là en train de confirmer nos propos, donc c'est génialissime. Un peu de chaleur dans cette froideur actuelle, c'est pas mal. Voilà, il y a des gens qui disent les larmes que j'ai lâchées à ce moment. Mais oui, mais moi pareil, beaucoup. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, là, en interne, on me disait que ceux qui avaient eu l'occasion de le lire avaient aussi versé une larme. Donc il faut croire que c'était pas volontaire. Mais... Non, mais c'est quand même très touchant. Ça marche extrêmement bien. Alors le truc, c'est que je sais que c'est une série qui a déjà quand même pas mal de tomes à disposition au Japon. Il y a 18 tomes, si je dis pas de bêtises. C'est une série au long cours. Mais justement, en fait, le fait d'avoir autant de personnages, ça ne permet jamais de se lasser. Que ce soit les 4 qu'on suit et la famille, etc., qui est en face. Voilà, ça permet vraiment de se renouveler et c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de lassitude qui s'installe sur la lecture. De toute façon, c'est un slice of life, donc on est dans le quotidien de tous ces personnages. À la traduction, c'est Anne-Sophie Thévenon. Tout à fait. Qui est quelqu'un qu'on a déjà eu à la traduction d'autres mangas, évidemment sortis ou chez Nobi ou chez Pika. Ensuite, l'autre tome, l'autre série qui débute, c'est Monsieur Méchant va détruire la Terre. Après ses congés. Évidemment, après ses congés. C'est important, parce qu'il y a les pandas. Ouais, c'est ça. Team Panda ici, qui est très bien. Et là aussi animé. Tout à fait, ouais. Qui a démarré, je crois, la semaine dernière. Il n'y a qu'un épisode. Sauf s'il y en a un qui est sorti aujourd'hui et que j'ai pas vu. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder l'animé. Mais là aussi, Monsieur Méchant va sur la Terre. Donc, c'est une série de Square Enix, de Yu Morikawa, auteur. En fait, on va voir, c'est beaucoup d'humour, hein, beaucoup de tendresse aussi, beaucoup de sentiments, mais avec un graphisme, là, je trouve, qui est vraiment léché, qui est assez fin, etc. Alors, le pitch de base est assez drôle puisque c'est donc Monsieur Méchant qui est le chef d'une organisation de la Ligue du Mal qui, en fait, quotidiennement s'exerce à essayer de détruire la Terre et de s'emparer de la Terre.
Mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est son jour de congé. Et son jour de congé, on dirait un français, hein. Je suis désolée, mais au Japon, on n'est pas aussi à cheval, je crois, sur les jours de congé. C'est vraiment ce qu'il a de plus important Ouais. dans sa vie, et c'est très très important. Et surtout, c'est très important pour lui de faire quelque chose qui l'éloigne le plus possible de son métier, donc le plus possible d'être méchant. Et donc, il a une espèce de switch on-off, où on le voit, son look de méchant, badass, un peu vampire, avec une espèce de queue de dragon, avec des ongles, comme Il est des très griffes, badass, etc. hein, comme tu dis, Ouais, hein, quand il est très très dans flippant. ce mode-là. Et puis là, voilà, quand il switch, bah, il a les cheveux qui retombent sur les yeux, un peu, voilà, il se traîne un petit peu chez lui. Et voilà, première chose qu'il fait, c'est de prendre un bon repas, c'est très important le bon repas. Et bah, en fait, on va parler de Panda parce qu'effectivement, notamment une des choses qui se passe, c'est qu'il aime bien découvrir un petit peu la planète Terre, justement. Et un jour, bah, il se fait son curry préféré, sauf qu'il se rend compte au dernier moment qu'au lieu de prendre un curry doux, il a pris un curry épicé. Et là, en fait, il s'énerve et il fait « Bon, bah, c'est aujourd'hui, je vais détruire la Terre. » Bande de sales humains. Et voilà, on le voit s'élancer pour voilà, aller donner des ordres pour exterminer tout ça. Et il passe devant une télé et il voit des pandas. Donc, ça s'appelle pas Ueno, mais on imagine bien que c'est des pandas. C'est écrit Ueno pourtant sur la gare. Ouais, voilà. Parce qu'il dit la gare d'Ueno est là-bas à un moment donné. Donc ouais. Voilà. Et donc il tombe sur ça, il voit ça, et là c'est le coup de foudre. Il tombe amoureux de cette espèce animale, les pandas. Et il s'assoit devant la télé et il dit bon, bah, vous avez de la chance les humains, vous avez été sauvés aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un peu le running gag, c'est qu'il aime beaucoup aller au zoo, prendre des photos, remplir son téléphone de photos des pandas, rester très longtemps à les observer, notamment pour savoir de quelle couleur, est-ce que la queue elle est blanche, elle est noire, parce que voilà, on ne voit pas souvent, etc. Et il développe une complicité avec certains de ces terriens qu'il est censé exterminer finalement. C'est ça. Il a même des t-shirts No Panda, No Life, voilà, il aime beaucoup. No Life, ça te rappelle des choses peut-être? Ouais, dès que je vois No quelque chose, No Life, je me dis ah là là, ça me rappelle des souvenirs. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, à travers lui, il va découvrir plein de choses voilà, les combini, les supérettes, plein de Tanabata, les traditions et du Japon. et à travers ça, il va découvrir aussi le mode de vie des humains. Le mode des humains et l'humanité au sens large. Et l'air de rien, il va commencer à s'attacher un petit peu à pas mal de choses, à certains humains. Et finalement, il dit bon, toi, ok, je t'épargnerai. Ok, toi, ça, on le gardera. Oui. Et bon, on se dit que au fur et à mesure, voilà. Et au bout d'un moment, toute la terre va être épargnée. Mais ce qui est rigolo, c'est comme il y a un petit garçon effectivement avec qui il s'entend bien. Enfin, il s'entend bien, il le rencontre parce qu'ils ont la passion du panda et que tous les deux ils font la queue du panda est blanche. Enfin, et du coup, ils se sont regardés, c'est la complicité. Toi et moi, on est pareil. Et du coup, c'est rigolo de se dire qu'il le regarde avec beaucoup de tendresse et qu'il fait je n'oublierai jamais. Qui tu étais quand j'aurais détruit toute l'humanité. Tu fais ok, mais est-ce que tu vas vraiment y arriver? Enfin, c'est assez rigolo ce paradoxe finalement entre son vrai rôle de méchant et finalement toute la douceur et la tendresse qui se dégagent de lui, même avec les petits-enfants qu'il rencontre dans un centre commercial qui ne sont pas de simples petits-enfants au mystère. Parce qu'en fait, il y a les rangers évidemment. Oui, alors là, ça tourne un petit peu au gag. C'est effectivement avec les rangers au final, parce que forcément, il y a des grands méchants. Donc il doit y avoir voilà, c'est ça. Il doit y avoir des gentils qui combattent les méchants. Et donc, il y a les rangers, et notamment donc, le ranger rouge, qui est vraiment le personnage le plus drôle, puisque c'est un ranger qui a absolument zéro sens de l'orientation. Et donc, Monsieur Méchant, il le croise tout le temps. Et il le croise toujours pas à l'endroit où il devrait être, en fait. Et à chaque fois, en fait, le ranger, voilà, il se met en position de on va se combattre. Et il lui dit non, aujourd'hui c'est mon congé. Si tu veux bien, on fait une trêve. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est Monsieur Méchant qui lui l'aide à retrouver son chemin. En fait, parce que voilà, il le rencontre au zoo avec un ticket pour aller à l'aquarium. Et en fait, c'est pas l'aquarium, c'est pas là, etc. Il faut savoir que même ses collègues ont mis un traceur sur lui pour savoir où est-ce qu'il est à tout moment, parce qu'à chaque fois il le paume.
Donc non, ouais, c'est à la fois drôle, mais c'est vraiment aussi des beaux moments de poésie très touchants sur, bah, voilà, sur le regard sur l'humanité, etc. C'est très bien dessiné. Voilà, Et c'est traduit par Angélique Mariet. Ouais, Voilà, Angélique à qui je fais des gros bisous puisque je la connais personnellement et elle fait un travail de qualité. Évidemment, tous les autres traducteurs au sein de Pika et Nobinobi aussi, bien entendu. Mais du coup, comme c'est une de mes bonnes amies, je suis d'autant plus contente qu'elle travaille sur cette série. C'est la première fois qu'on collabore ensemble. On avait déjà collaboré pour d'autres choses en interprétariat et autres. Mais là, en traduction, donc on est très très content de commencer avec elle. Elle est tellement talentueuse. Des bisous à Angélique, bien évidemment. Je tiens d'ailleurs à préciser que, ayant testé l'animé de cette série, l'animé est vachement plus lent que le manga. Hein. J'ai trouvé que le manga, lui, se lisait avec quand même beaucoup plus de facilité. Il était plus agréable, plus fluide en un sens. Là où l'animé était peut-être un petit peu trop mou. À voir évidemment comment il va se développer. En tout cas, si vous êtes intéressé, il est sur Crunchy. Et ça sort le... Là, 17 janvier, semaine prochaine. Pareil que les 4 frères Yuzuki, c'est parfait. Bah écoute, Pierre-Alain, merci beaucoup pour ces belles nouveautés. Les gens sont super contents sur le chat. Je tiens à dire, il y a des gens qui disent que des pépites chez Pika. Bon, c'est Nobinobi, mais on a compris le sentiment, évidemment. Donc vraiment, là, les gens sont super contents. Ils ont hâte de le lire. On sera là, ils disent. Vraiment, trop cool. Vraiment de voir les gens aussi contents. Mais c'est vrai que c'est très sympa d'avoir ces séries-là qui débarquent. On sait combien de tomes il y a actuellement de sorties. Alors que je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 5e qui est sorti au Japon. Au Japon. Ouais, toujours avec des couvertures comme ça, hyper colorées, flashy. C'est vraiment très chouette aussi au niveau découvre. Eh bien écoute, merci beaucoup Pierre-Alain, c'était très cool de t'avoir avec moi. Ouais. Je vais devoir te dire au revoir parce que je vais accueillir quelqu'un. Oui, exactement, mais je laisse ma place. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Et du coup, nous allons passer à Elsa qui va arriver, mais je ne sais pas s'il y a un jingle. Est-ce qu'on a un truc? Est-ce que je danse la salsa? Dites-moi. On va parler du coup des titres qui vont sortir chez Pika très bientôt. Et là aussi, on a des pépites. Et tu as ton petit micro déjà installé. Oui, normalement, c'est génial. Bon. On me dit si tout va bien. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Ça va bien? Je range mes petites affaires, excusez-moi, je t'ai pas totalement préparée. Donc voilà. Tu es éditrice chez Pika. Exactement. Et du coup, avec toi, on va parler de certains titres. Alors, on les a pas tous sur la table parce que certains sont encore à l'imprimeur. Ne sont pas encore nés finalement et l'œuf n'a pas encore éclos. Mais cela ne saurait tarder, bien évidemment. On va commencer pour rester presque sur une ambiance un peu nobiesque par le Cara Design, Send the Three. Avec plaisir. Que j'ai grave kiffé en fait, mais j'avais pas prévu dans ma tête d'autant adorer, car c'est pas évident à la couverture, on se rend pas compte qu'il va y avoir un switch pareil en fait dans le scénario. C'est clair, et franchement c'est un titre super intéressant, et donc pour vous faire un peu le pitch de l'histoire, donc Thunder Free ça se passe dans un monde un peu de cartoon, où on a ces 3 personnages là, donc que tout le monde surnomme les Small Free, c'est 3 meilleurs amis, et un jour c'est un peu des nerds qui sont constamment en train d'essayer. Ils rappellent un peu les personnages de Stranger Things. Si vous voyez la team, c'est un peu cette vibe-là. Et donc, ces enfants, un jour, empruntent à leur professeur principal un CD qu'il a reçu par la poste. Et en fait, ils lancent ce CD. Et puis, une seconde après, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, donc ils sont obligés de sortir de la salle. Et en fait, le CD lance, en fait, sur la télévision, on voit en fait un autre monde. Et cet autre monde... la petite sœur en fait de Piantaro qui est là, qui est le héros, sa petite sœur voit ça, elle s'approche de la télévision et en fait elle traverse l'écran et se retrouve plongée dans une autre dimension. Et en fait, cette autre dimension, c'est le même monde, en fait, c'est exactement le même. Ils ont en fait on la voit la petite sœur. Tous les personnages en fait ont leur double dans cet autre monde parce qu'il est exactement pareil que le nôtre, à une exception près, c'est que les aliens ont envahi ce monde parallèle. Et donc, ces aliens qui sont donc très violents, hyper menaçants, sont là en train de faire littéralement régner le chaos dans la ville. Et Futaba, donc la petite sœur, se fait capturer par ces aliens-là. Et le Small Free, en fait, plonge dans ce monde, en fait, pour la sauver. Et se rendre compte, en atterrissant là-bas, que les lois de la physique, en fait, sont complètement différentes. Parce que, vous l'avez remarqué, il y a une énorme différence de dessin. Oui. On va le montrer tout à l'heure, mais en fait, et vous l'avez peut-être déjà vu un peu avec les images, mais en fait, on a d'un côté le monde très cartoonesque des personnages principaux, et en fait la dimension parallèle qui a au contraire un dessin hyper réaliste. Et donc, ces 3 personnages-là qui viennent de leur monde de cartoon, en fait, ont une force titanesque dans ce nouveau monde. Parce que les lois de la physique ne sont pas les mêmes. C'est le One Punch Man moment. Exactement. Vraiment. Et du coup, en fait, potentiellement, ils pourraient être capables de faire face aux aliens parce qu'ils ont une force que personne d'autre n'a en fait dans cet autre monde qui fait d'eux quasiment des super-héros.
Mais totalement. Alors le truc aussi à préciser, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, je trouve, dans cette série, parce que même si finalement on est en train de vivre un vrai drame dans l'idée, parce que oh là, la petite sœur, elle s'est fait capturer par des aliens, elle est entrée dans un monde parallèle. Le truc drôle qui m'a fait vraiment marrer au début, c'est déjà d'apprendre que le professeur chez qui ils vont, en fait, il a acheté je crois que il parlait d'un Blu-ray ou je sais plus quoi, qui pouvait être lu que sur une PS5 et qu'il l'avait acheté genre une somme faramineuse, plusieurs milliers de Je crois qu'il a dépensé 800 €, quelque chose comme ça, l'équivalent de 800 € pour acheter le CD. Au calme, au calme. Et le truc qui a coûté des centaines d'euros, il le file à 3 gamins. Moi, j'étais en mode... Ça n'a pas de sens déjà, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Donc il y a vraiment tout un côté un peu décalé finalement dans l'humour qui m'a beaucoup amusé aussi, car en fait, ils vont aller dans leur propre monde, mais parallèle, où ils sont... en fait, réels. Le chara-design est impressionnant parce qu'en fait, on peut passer de ce côté très cartoonesque à un côté très réaliste. On le voit un peu sur la petite PLV qui est ici, car du coup, on a les héros en bas, les Small Three. Ah oui, on ne voit pas du coup ici. Si, on voit. Ah, voilà, on voit ici. Merci beaucoup, incroyable la prod. On a donc les 3 héros en bas, les Small Three. Et en fait, au-dessus, vous voyez, on a le côté très réaliste dans ce monde parallèle dans lequel ils sont un petit peu bloqués d'ailleurs, puisque le daron dans le monde d'origine, il a éteint la télé. Du coup, ils ne peuvent plus y aller. C'est compliqué. Et donc, il y a ces deux univers qui cohabitent ensemble et le chara-design marche hyper bien. Graphiquement, il est très impressionnant parce que les dessins réalistes déjà sont vraiment très beaux en eux-mêmes, mais le contraste assez impressionnant entre les deux, vraiment, et... je vais essayer de trouver une petite image pour vous montrer, pour vous donner une idée. Le côté super réaliste. Voilà, du côté super réaliste, surtout qu'on a beaucoup du coup d'armes et de... comment dire, de vaisseaux spatiaux, en fait, hyper impressionnants. Il y a quelqu'un qui parlait de Gantz un petit peu en termes de visuel. Ah voilà, du coup, je vais vous montrer désolée, je vais vous montrer un autre exemple. Pour vous montrer la preuve. Mais oui, voilà, on a par exemple, du coup, les aliens qui sont donc super réalistes, en plus, qui ont une tête un peu animale. C'est un mix humain-animal assez étrange et perturbant. Et on va avoir le chara-design, de Futaba, qui au contraire a son côté super cartoon et qui, du coup, contraste énormément avec ce monde-là. Et donc, c'est très original. C'est graphiquement vraiment très marquant. J'ai jamais vu un truc pareil, en fait, un design graphique aussi marqué et aussi différent à l'intérieur d'un même manga. Et effectivement, on a le côté un peu humour, mais vraiment humour absurde et décalé, où on se demande dans quoi on a plongé. C'est vraiment un peu un ovni, ce titre. Mais complètement un ovni. C'est ça, voilà, quelque chose qui sort de nulle part. Regarde, c'est ce que j'avais mis en note. C'est un peu un ovni. Tu as lu littéralement ma phrase. Incroyable. T'as pas vu mes notes, mais c'est exactement ce que j'avais écrit. Et un des trucs aussi qui est très sympa avec Thunder 3, c'est que, en fait, c'est une série qui est donc actuellement encore en cours de publication au Japon, avec 5 volumes de sortie, si j'ai bien noté. Je suis allée voir un petit peu le compte de l'auteur et je me disais, mais c'est quoi sa carrière en fait au gars? Parce que de gérer aussi bien finalement 2 styles graphiques dans une même œuvre, ça avait l'air d'être un petit peu, pas la seule œuvre qu'il avait faite, il en avait parlé un petit peu d'autres dessus, mais c'est vraiment son main actuel. Et en fait, avant, il n'a pas l'air d'avoir fait trop de trucs non plus. Donc, il est talentueux pour un gars qui a l'air d'être encore un peu dans ses débuts, quoi. Effectivement, c'est quelqu'un de très talentueux. Après, je pense qu'on ne sait pas aussi grand-chose sur son identité. C'est quelqu'un qui sort un peu de nulle part. Discret. Mystérieux. Exactement. Alors, je voulais juste retrouver rapidement qui était déjà la personne qui a traduit Manon de Bienne pour la traduction de ce manga qui marche hyper bien, vraiment au niveau de l'adaptation aussi, parce que, je vous dis, on rigole bien. On rigole bien, je ne m'attendais pas à autant m'amuser sur ce tome-là, parce que j'avais aucune idée dans quoi j'allais embarquer, je comprenais pas trop. Ensuite, on a, alors attends, j'essaie de voir qu'est-ce qui passerait le mieux pour enchaîner. Non, c'est ou les larmes, ou non, il y a pas de, on va pas faire un truc, une transition douce. Très bien, on n'a pas le choix. Welcome back Alice. On passe sur du Shuzo Oshimi. Shuzo Oshimi qui est extrêmement connu chez nous. Comme étant un auteur qui bouscule en général le lecteur, les lectrices, peu importe finalement ce qu'il écrit. Moi, à titre personnel, j'avais juste lu un one-shot. Shino ne sait pas dire son nom. Et du coup, je me disais, je vois un petit peu... Non, je ne voyais pas. Je ne voyais pas du tout ce qu'il avait en fait été capable de faire, parce que les gens qui connaissent grandement l'œuvre de Shuzo Oshimi m'ont dit que Welcome Back Alice, c'était un peu soft quand même. Ça allait. J'étais là... Ok. Et c'est une série qui donc arrive... alors attends, c'est aujourd'hui ?
Non, c'est la je suis semaine plus sur la prochaine. date de sortie. C'est aujourd'hui. Mais C'est aujourd'hui. il est tout à fait possible. Voilà, ça sort aujourd'hui avec deux ambiances, deux salles, hein, vous connaissez la chanson. C'est une série qui est terminée au Japon et ça c'est très cool car du coup on sait où ça s'arrête. Pour les gens qui sont toujours un petit peu à l'affût du porte-monnaie, moi je comprends totalement. Ça s'est terminé en octobre 2023 et c'est un pitch très spécial, très spécial. Est-ce que tu as envie de te lancer dessus? Ben oui, eh bien, c'est vrai que comme tu disais, deux ambiances, les titres dont on va parler aujourd'hui hein, pour Pika, mais sont complètement différents, on est dans 4 stratosphères différentes. Et donc celui-là, on change complètement. Donc Welcome Back Alice, c'est donc l'histoire donc, de deux meilleurs amis des collégiens, Yohei et Kei. Et en fait, Yohei est fou amoureux d'une fille qui s'appelle, donc on la voit à l'écran, qui s'appelle Mitani. Un jour, il a le choc de voir son meilleur ami en train de l'embrasser. Sauf que juste après, Kei déménage avec sa famille à Hokkaido et pendant plusieurs années, ils ne se reparlent plus, ils perdent tout contact. Et notamment parce que Yohei lui en voulait en fait pour cette histoire-là, parce que Kei connaissait ses sentiments. Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué. En plus, c'est des ados, donc... Et voilà, et à la côte, ils étaient au collège, voilà, beaucoup de sentiments. Et des années plus tard, il entre au lycée et se retrouve dans la même classe. Donc Yohei se retrouve dans la même classe que Mitani, donc la fille qu'il aime depuis des années, et décide de se dire cette fois, non, je ne vais pas laisser passer le lycée encore une fois sans lui parler, parce qu'au final, ils se connaissent, mais ils n'ont jamais vraiment discuté. Et donc, il décide de vraiment faire des efforts pour se rapprocher d'elle et potentiellement essayer de sortir avec elle. Mais ce qu'il se passe, c'est que dans sa classe, il y a quelqu'un d'autre qu'il connaît. Et en fait, c'est Kei qui est revenu de Hokkaido, qui a emménagé, qui est revenu dans la ville. Et sauf que Kei, en fait, a une apparence cette fois de femme, vu qu'il a l'uniforme féminin du lycée. Et des cheveux longs. Et des cheveux très longs, des cheveux très longs blonds qui ont changé de couleur. Et déclare en fait ouvertement à la classe qu'en fait, il se considère ni comme un homme ni comme une femme et qu'il se sent mieux dans cette apparence-là, mais que voilà, il se considère plus comme un homme en tout cas. Et toute l'histoire, en fait, je ne vais pas vous la dévoiler parce qu'elle se dévoile petit à petit. C'est vraiment lié à ce trio, du coup, Yohei, Kei, Mitani, et la relation qu'ils ont tous les trois. Et c'est vraiment, en fait, une exploration de la question de l'identité, du genre et de la sexualité. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dans ce volume, il y a également Shuzo Oshimi en fait, qui en parle de manière extrêmement personnelle. Et s'il a fait cette série, s'il a fait cette œuvre, c'est pour pouvoir faire ressortir un petit peu des doutes et des questionnements qu'il avait aussi par rapport à sa propre personne. Et j'ai trouvé que en fait, quand on arrive à la fin de ce premier tome et qu'on a ensuite du coup les révélations de la part de Shuzo Oshimi lui-même qui s'exprime par rapport à sa propre identité, tout de suite, ça fait sens. En fait, ça fait sens. Il est dans une espèce d'exploration à travers cette œuvre parce que vous allez forcément avoir le sujet et de l'identité, de la sexualité abordé à travers des gens qui sont encore assez jeunes et c'est un sujet qui est encore actuellement beaucoup d'actualité évidemment et il faut que tout le monde puisse réussisse plutôt à découvrir qui il ou elle sont réellement. Et c'est toujours un truc assez difficile, je trouve, quand on est ado, parce qu'on a tendance à suivre un petit peu les autres. Et je trouve que ici, le personnage Kei, en fait, il prend tellement pleinement, finalement, son identité. Et il l'assume avec une telle force, oui. Ça a quelque chose d'extrêmement libérateur. Enfin, moi, j'ai trouvé... Après, il y a un côté évidemment un peu cringe, parce qu'en fait, il n'a pas l'air d'avoir... elle n'a pas l'air d'avoir les codes sociaux. Il y a des choses qui sont faites, pas forcément très consenties, mais vous verrez, je pense que c'est tout le projet, c'est... justement de bousculer, comme je disais en fait au tout début, le lectorat qui aura ce titre en fait entre les mains, parce que moi en tout cas ça m'a beaucoup fait d'effet, et à la fin du tome vraiment je me disais mais c'est quoi, c'est où qu'on va, et après du coup avec Shuzo Oshimi, quelque part tout s'éclaire, tu vois. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai eu le même ressenti, en fait, c'est vraiment quelque chose qui te bouscule quand tu le lis. Ouais. Tu te sens vraiment, enfin voilà, c'est quelque chose qui vraiment te fait te poser des questions, ouais. Qui te fait réfléchir. Et il n'y a pas de bon, enfin quelque chose de bien ou de mauvais, d'attitude qui est recommandée. Il n'y a pas de question. C'est pas moralisateur, c'est pas. Totalement. On n'essaie pas d'éduquer en fait le lecteur. On essaie en fait de montrer quelque chose en fait des personnages en fait qui sont humains, qui ont leurs défauts, qui ont qui ont leurs qualités et qui en fait se cherchent eux-mêmes et font des erreurs, réussissent des choses et explorent les relations et tout ce qu'ils peuvent avoir en fait autour d'eux. Et vraiment, c'est quelque chose qui bouscule beaucoup. Et comme je disais, moi aussi, j'étais très touchée par la postface qui en fait, où l'auteur vraiment s'ouvre sur quelque chose qui, je pense, très personnel et qui lui tient beaucoup à cœur. Il partage en fait sa vision de la masculinité, pourquoi il ne s'est jamais retrouvé dans cette vision qui est partagée, en particulier au Japon, qui est quand même un pays où...
qui peut être un peu moins progressif sur certains sujets, notamment ceux-là. Mais très patriarcal en plus. Exactement. Donc je pense que quelque part, il est fatalement enfermé là-dedans. Exactement. Et donc, du coup, de le voir, en fait, avoir lui-même posé ces questions-là et essayer en fait, de le faire ressentir dans ce manga, vraiment, c'est quelque chose d'assez bouleversant. Et j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont finalement les étudiants réagissent. Car en fait, je me demandais, mais est-ce que ça va partir dans des trucs hyper violents, avec de l'ijime et tout? Et en fait, finalement, c'est assez doux à ce niveau-là. C'est dans d'autres domaines, sur d'autres points que ça chamboule un petit peu. Mais vraiment, on vous invite à vous faire votre propre avis parce que je pense que vraiment, le ressenti à la lecture de ce titre sera très différent selon la sensibilité de chacun et selon le vécu et l'identité même finalement de chacun. Donc vraiment, un titre à découvrir, mais... Soyez pas trop jeune quand même pour vous lancer dedans, je pense. Parce qu'il reste quand même assez cru, donc voilà. Soit sachez-le. Il se passe quand même des trucs. Voilà, soyez au moins un ado au lycée. Je pense que de lycée, c'est pas mal. Lycée, c'est pas mal. Ensuite, si on avait envie d'être ému, évidemment, c'est un titre qu'on n'a pas, puisque du coup, en fait, malheureusement, il est encore à l'imprimeur, donc il a été décalé. Il sortira à la fin du mois de janvier. Je parle évidemment du Chien gardien d'étoiles. Un très beau titre. Fatigué de pleurer, hein. Fatigué de pleurer un peu. Mais non, il est incroyable, il est magnifique. C'est un titre voilà, qu'on connaît déjà en France. C'est une réédition, c'est une ressortie. C'est chez Pika Graphique. Hein, c'est chez Pika Graphique, donc c'est quand même un grand format. Voilà, on ne l'a pas là, mais les Pika Graphiques, c'est quand même assez massif. Pour ceux qui se souviennent du dernier en date, il y avait Colette qui est sorti, qui était fabuleux aussi, mais dans un autre domaine, pas du tout pareil que pour le Chien gardien d'étoiles. C'est un bon pavé aussi. Ah oui, c'est un bon pavé. Pages, oui, il y a plus de 300 pages. On est dans les 320, 330. Je ne sais ça. plus exactement la pagination. On est quand même, parce que c'est quand même un volume double en fait. Parce qu'on a 2 tomes. J'ai pleuré juste devant les tournesols. Je te comprends. Ah là là, pour les gens qui ne savent pas trop, en tout cas le début vous met tout de suite les pieds dedans, hein, dans le champ de tournesol, car en fait on va suivre avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sensibilité finalement le quotidien d'un monsieur qui a son chien, qui n'était pas son chien en plus au départ, c'est sa fille qui avait ramené un chien trouvé dans la rue et c'était un petit toutou, c'était un petit chiot et puis après en fait ils le prennent à leur domicile et ça devient un peu le chien du foyer, sauf que finalement c'est avec papa qu'il va énormément rester et en fait ce chien dans sa tête évidemment répond constamment à son maître, il dit oui papa, je suis d'accord avec toi papa, ok je te suis papa et en fait le chien bah, c'est un animal extrêmement fidèle, extrêmement bien représenté dans cette œuvre et en fait c'est toute sa douceur et toute cette fidélité par rapport à son maître qui vont énormément nous toucher puisqu'il va le suivre jusqu'au bout. C'est très poétique la manière dont tout est représenté. Il y a des moments extrêmement difficiles et dramatiques car ce monsieur va malheureusement avoir un destin assez tragique et c'est malheureusement, c'est triste et en même temps, c'est tellement fataliste. Enfin, c'est réel, réel. Ce genre de choses se produit réellement. Je ne vous raconte pas ce qui lui arrive, mais c'est contextuellement extrêmement humain. Je reparlerai d'ailleurs des humains. On est un peu des bâtards, nous les humains, mais là-dedans, le genre humain en prend cher. Et en fait, je trouve que c'est réel. Et donc, de la même manière, dans ce début, en tout cas, du Chien gardien des étoiles, bah, on peut pas rester insensible. Je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, j'y suis allée en mode, je suis une table en marbre. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Mon but était quand même de pas me lever. J'ai lu dans mon lit. Je voulais pas me lever de mon lit pour aller chercher des mouchoirs et j'ai été obligée de le faire. Et le truc qui est très réussi, c'est que ça continue en fait. C'est le point de départ et après ça continue. C'est ça. Et vraiment, j'ai eu le même ressenti que toi parce qu'en plus, c'est un titre dont j'avais déjà entendu parler et on m'avait toujours dit non mais tu vas voir, tu vas pleurer, il est trop triste super émouvant. Et c'est vrai que j'ai un peu l'alarme facile, mais je sais pas. Je l'ai pris avec distance en me disant non mais ça va passer. Ça n'est pas passé. J'ai pleuré j'ai pleuré des larmes et des larmes en lisant. Et à chaque chapitre en plus. À chaque chapitre, jamais ça s'arrête. Bon, c'est bon, je me remets. C'est bon, très émouvant. Mais il faut quand même le dire. Bien sûr, il y a une tristesse, il y a un côté très très émouvant, mais il y a quand même un message d'espoir. C'est pas un livre déprimant, c'est pas un livre trop dramatique. Il y a bien sûr des sujets qui sont abordés, il y a des choses qui arrivent bien sûr, mais il y a quand même un message d'espoir. Et d'ailleurs, on le voit dans la postface. L'auteur en parlait de façon très juste, en disant qu'il voulait quand même montrer la vie réelle, la vie des gens et en même temps montrer qu'on peut aussi s'en sortir, qu'il y a des belles choses et que on est heureux d'être dans ce monde-là. Mais c'est sûr que le principal objet de ce livre, c'est la loyauté des chiens. Et en fait, ce livre, tu nous as très bien raconté le tout début. En fait, on suit ce chien Happy, mais en fait, il y a 5 histoires dans cette... En plus, il s'appelle Happy, c'est vrai. Il s'appelle Happy.
Mais oui, Ah là là. craque. Mon Dieu. Et on a du coup 5 histoires. Et en fait, ces 5 histoires, je trouve ça très poétique en fait, la façon dont tout le livre en fait, est organisé. Parce qu'on a 5 histoires qui sont techniquement toutes séparées, avec à chaque fois un personnage de chien différent. Mais en fait, toutes les histoires sont connectées entre elles. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir une histoire où on va avoir un personnage secondaire et en fait, ce personnage secondaire va être le héros d'une autre histoire. Et donc, tous ces personnages se connaissent, mais à chaque fois, en fait, on voit l'histoire d'un point de vue différent en changeant en fait la caméra, en essayant en passant par un autre personnage, en passant par un autre point de vue, un autre lieu, un autre chien. Et parce qu'à chaque fois, on est dans la tête aussi des animaux, on est dans la tête des chiens, on voit leur point de vue sur leur maître. Et du coup, des chiens qui en fait n'ont pas la vision nécessaire pour comprendre en fait ce qui se passe réellement auprès de leur maître, et nous en tant qu'humains on sait en fait ce qui se passe réellement et à quel point ça peut être touchant, triste, émouvant, et eux ont pas forcément des distances là, et en fait de voir leur loyauté, de voir ce qu'ils sont prêts à faire pour leur maître, de voir jusqu'où ils sont prêts à les suivre, c'est vraiment mais trop beau quoi. Et pareil, je l'ai adoré et je n'ai pas pu le lâcher une fois que je l'ai commencé, incroyable. Puis en plus pour ceux qui connaissent du coup déjà l'œuvre, c'est une édition augmentée, parce qu'on a du coup une nouvelle couverture, on a les 2 tomes qui sont reliés, donc ils sont rassemblés en un seul volume, en un seul one-shot, l'histoire est terminée. On a des pages couleurs qui sont aussi au début, qui en fait sont des reprises des anciennes couvertures, parce que comme la couverture est différente, on a en page couleur ces nouvelles couvertures. Et on a aussi un chapitre exclusif. Je vous disais qu'il y en avait 5, en fait il y en a, les 4 sont de l'ancienne, les 4 premiers viennent de l'ancienne édition, mais le 5e, il est tout nouveau. Il a été du coup traduit et édité pour ce tome relié. Et voilà, il est très beau aussi. Et c'est une merveilleuse conclusion cette histoire. Et la postface aussi de l'auteur qui est jointe à ce one-shot conclut merveilleusement tout ça. Et vraiment une petite merveille. Oh là là, tu as donné plein d'éléments. Je ne savais pas qu'en fait tout ça avait été rajouté pour cette édition. C'est vraiment une trop bonne nouvelle. Du coup, ça va forcément donner envie aux gens qui avaient déjà potentiellement la première édition. Savoir plus, savoir un chapitre en plus, une postface. Enfin, c'est des éléments, je trouve, qui sont assez importants, même pour mieux finalement comprendre une œuvre, même si elle nous a autant touché, ou peut-être même d'autant plus qu'elle nous a autant touché. Pas mal de gens qui vont se lancer dans le challenge, ne pas pleurer de challenge. Bon courage, je ne veux pas dire, mais ça va être un petit peu tendu, parce que moi j'étais convaincue que j'allais y arriver, et je me disais non mais c'est bon, là, vraiment je me disais non. Reste détaché. J'essayais d'être vraiment détachée de l'histoire, me dire oui, ok, et vraiment. En fait, dès qu'on arrive, vous avez vu, en fait, à un moment donné, il y avait une page, c'est l'histoire en fait qui commence comme ça. Là, on retrouve une voiture dans une espèce de petit champ d'herbe et tout, à un moment donné. Et ben en fait, ça colle avec la fin de ce chapitre. Et du coup, quand à un moment donné dans l'histoire, ce véhicule commence à approcher de ce champ, je me disais non, ne pleure pas, tout va bien, car tu comprends. Tu vois tous les signaux, tu sais où ça va aller, tu sais ce qui va se passer. Et c'était très dur de ne pas pleurer. Vraiment, et après, à la fin, quand on passe dans l'autre vision du chien, j'étais en mode « c'est fini. Arrêtez-moi ici, c'est pas possible. » C'est tellement réussi. Tellement réussi. Moi, c'est la petite grand-mère qui m'a eu. Je t'avoue que j'ai tenu jusqu'à la petite grand-mère, puis la petite grand-mère, là, j'ai craqué. Vraiment, j'en pouvais plus. C'est le 3e chapitre. Ceux qui savent. Et c'est mon préféré. Vraiment, ils sont tous très bien. Mais le 3e, là, il a eu mon cœur. Et tu veux dire que je suis la seule à voir dès le premier? C'est ça que dès le premier, c'était moi. Moi, c'était chaque chapitre. Mais non, tu es plus forte que moi. Tu es un peu plus le marbre. Tu as presque réussi. J'ai vraiment presque réussi. Mais vraiment, là, il m'a eu. Ah là là, en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à l'attendre. Impossible ce challenge, on est d'accord, impossible le challenge. Et à quelqu'un qui disait force Elsa, force. Bravo. C'est une série en combien de tomes? C'est un one-shot, hein, on l'a dit, c'est un one-shot. Il sortira le 31 janvier, si je ne me plante pas. En tout cas, à la fin du mois, c'est prévu. Et du coup, vous aurez une très belle édition, comme l'a expliqué Elsa, avec donc plein d'ajouts par rapport à la précédente édition. Et ça fait extrêmement plaisir. Le bonheur, c'est simple comme un bento de yuzu. Arrêtez de nous faire pleurer, s'il vous plaît, ça suffit. Bon, on va être obligé de changer d'ambiance. D'autres personnes qui te disent force Elsa. Merci beaucoup. Il nous reste une dernière nouveauté à vous présenter, une nouveauté qui sortira ce mois-ci, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, puisqu'il se trouve que son auteur sera à Angoulême, un très grand événement évidemment international, où la plupart des professionnels du milieu de la BD se retrouvent, bien entendu, et Monsieur Samoura est un des invités phares de l'événement, donc c'est incroyable. Alors, je suis très mauvaise en allemand, tout à l'heure on va essayer de me reprendre. Le manga, c'est Die Vergel... Non,
Divergelder. Divergelder, bien joué. Divergelder, ok. En fait, j'aurais dû noter la prononciation. Voilà. J'aurais dû juste noter ça au lieu de noter vraiment comment s'écrit le titre. Divergelder, qui, alors là, pour le coup, d'une manière totalement différente de Thunder Tree, est aussi un ovni, mais totalement différemment. Car là, on est sur, on va dire, un chara-design tranché, sur quelque chose de très, très vif, très intense, très sombre, et même, je dirais, macabre, parce qu'il y a de la violence vraiment un petit peu partout. Alors, ce n'est pas une violence gratuite à aucun moment. On est sur un auteur quand même qui maîtrise bien, il a quand même quelques années d'expérience derrière lui. Hein. C'est quand même l'auteur de L'Habitant de l'Infini, l'auteur de Born to be on Air, qui pour le coup est édité chez Pika. Il y a même un animé, donc c'est forcément un artiste que vous avez potentiellement déjà côtoyé. Et il est vrai que dans cette histoire, on ne va pas forcément réussir à recoller toutes les pièces du puzzle. Il faut vraiment arriver à la fin du tome pour se dire, ok, alors attends, cette femme-là et cette femme-là, c'est pas les mêmes, c'est sûr. Et cette-là non plus. Il y a effectivement trois femmes fatales, hein, comme c'est inscrit dans la plupart des résumés, qui sont là pour principalement, on va dire, de la vengeance. Donc il y a beaucoup de batailles, il y a des combats en tout genre. Donc si vous êtes fan de femmes extrêmement sexy, parce que quand même elles sont très sexy, les trois, qui sont capables finalement de déglinguer 10 personnes de l'armée d'un coup de talon aiguille, écoutez, vous avez frappé à la bonne porte, parce que pour le coup, c'est littéralement ce qui se passe tout le temps. Je préviens quand même que c'est hyper graphique. Il y a des scènes de sexe. Est-ce qu'on peut dire que c'est consenti quand c'est rémunéré comme ça? Je ne sais pas, mais c'est très violent. Moi qui suis habituée quand même à lire des contenus en tout genre et même des choses assez extrêmes dans le milieu du hentai, j'ai trouvé que c'était quand même assez chargé. Il y a des choses qui sont quand même assez fortes, donc je vous préviens que visuellement, c'est quand même assez impactant. C'est très fétichiste. Dans l'idée, voilà, si jamais ça peut vous parler. Je sais que par exemple, un de mes amis, quelqu'un que je connais, que j'apprécie beaucoup, est très fan, Bruno Delacruz, des bisous, hein, si jamais, qui est donc co-rédacteur en chef du magazine Animeland. Je sais que c'est un grand fan de Monsieur Samura. Et en soi, je comprends parce que en vrai, les planches, enfin, le talent de cet artiste est assez phénoménal. Enfin, on le voit, je sais qu'il y a des planches qui sont particulièrement incroyables parce qu'il y a effectivement une des protagonistes qui a la capacité, alors je pense que c'est parce que je n'ai pas les informations puisque j'ai lu que le premier tome évidemment, mais elle a, je crois pas, une vraie main et elle peut attraper le visage d'un gars et en fait elle fait, comment dire, c'est quand les cambrioleurs qui veulent ouvrir les vitres, là, ils ont un petit appareil pour faire un cercle comme ça sur la vitre. Elle fait ça avec sa propre main sur le visage d'un gars. Et vraiment, c'est assez impressionnant, graphiquement. Voilà, c'est ça, en fait, c'est cette scène-là. Elle met sa main sur le visage du gars, qui vient de lui faire plein de trucs qui n'avaient pas l'air très agréables. Voilà, sauf que l'image est très violente. C'est clair. Je sais pas si on... Non, peut-être qu'on l'a pas. Ouais, non, je sais pas si on devrait vous la montrer même. on va éviter. Twitch, il va nous ban. Vous lirez le manga et vous le saurez. Mais oui, je pense que tu fais bien de le dire. Il est vraiment très trash celui-là. Mais c'est vraiment, le level est tellement haut. Même moi, il y avait des pages qui m'ont un peu pris de pas surprise. Donc oui, on a du sadomasochisme, on a des scènes de sexe très violentes, on a beaucoup de meurtres, beaucoup de violence dans les meurtres, on a de la torture, enfin bref, il y a tout. Et ça meurt dans tous les sens. C'est ça, voilà. Constamment. Et en fait, comme tu le disais, c'est effectivement quelque chose, enfin un livre qui est assez difficile à résumer parce qu'en fait, volontairement, en fait, l'auteur ne donne pas d'explication avant longtemps. En fait, on le découvre petit à petit. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est qu'on suit 3 femmes, une allemande, une chinoise et une japonaise. Les 3, en fait, ont des vies complètement différentes et des objectifs complètement différents. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, l'allemande, il lui est arrivé quelque chose d'horrible, on ne sait pas quoi, et elle veut se venger. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une vibe à la Kill Bill dans cette série, où elle est prête à tout pour ça, et elle n'a pas peur de ce qu'elle peut faire pour y arriver. L'autre qu'on a, c'est du coup la chinoise. La chinoise, elle, on sait aussi très peu de choses sur elle, on sait simplement qu'elle travaille. En fait, c'est une genre de femme de main pour une organisation assez noire, qui fait des choses très louches, mais on ne sait pas à quel point et pourquoi, et voilà. Mais elle travaille pour eux et elle est prête, pareil, à faire des choses horribles pour ses employeurs. La troisième, c'est une japonaise qui, elle, pour le coup, s'est retrouvée, mais embarquée dans une affaire, en fait, qui la dépasse parce que, pour une petite affaire de trafic, elle s'est retrouvée, en fait, plongée dans un gang japonais, dans la mafia japonaise, qui, en gros, la force à faire une mission pour eux, une mission qui, bien sûr, la met énormément en danger. Et donc, on a ces 3 femmes qui
ont, comme je disais, des vies complètement différentes, des objectifs complètement différents et qui vont se rencontrer de façon très explosive. Et c'est ça, en fait, l'histoire. Et il y a aussi une grosse... c'est un thriller, en fait, avec... on sait qu'il y a des choses qui se passent sur une île qui est très mystérieuse. Et on sait que cette île intéresse beaucoup d'organisations criminelles différentes et on ignore pourquoi. Et ces 3 femmes, en fait, se retrouvent sur cette île-là et on sait que ça va exploser à partir de là. Et donc voilà. Mais comme je vous le disais, le but, en fait, c'est aussi de créer du questionnement chez le lecteur. Et donc, on a en fait toutes ces questionnements qui nous poussent en fait à continuer à lire, où on veut savoir ce qui est arrivé à l'Allemande, pourquoi est-ce qu'elle veut se venger, de qui, pourquoi, qui sont ces organisations criminelles. Il y a des trucs qu'on a vu sur elle dans une petite maison où elle était en train de... Voilà, et donc... J'étais en mode, c'est à quel moment dans la timeline temporelle C'est ça, voilà. Il y a aussi des questions par rapport à l'intemporalité où on ne sait pas ce qui s'est passé, quand, à quel moment, avec qui. Et en fait, on essaie de reconstituer les pièces du puzzle et donc on joue un peu le détective de ce point de vue-là tout en voyant en fait des scènes d'action très violentes à différents endroits du monde et vraiment... quelque chose qui retient l'attention, qui est assez choquant, assez percutant et avec, comme tu le disais, quand même un très beau graphisme malgré la violence. Vraiment, on est quand même ébloui par les dessins. Et donc oui, un auteur à suivre et une série à découvrir. Je trouve en plus un détail un petit peu amusant. Moi, ça m'a un peu amusé. C'est finalement ce parallèle entre ces femmes fortes qui sont finalement vraiment les protagonistes principales vraiment de cette œuvre et en même temps d'autres personnages qui n'existent d'ailleurs quasiment pas. Ils existent 3 pages, certains. Mais des femmes objets un peu aussi. Il y a et la femme objet, la femme qu'on manipule et à qui on fait n'importe quoi. Et en même temps, il y a ces femmes qui éclatent, je vous dis, des jugulaires avec des talons aiguilles. C'est un parallèle qui je trouve intéressant d'avoir un petit peu tous ces univers liés à la femme qui cohabitent dans une œuvre, comme vous l'avez vu sur la couverture, moins de 18. Moins de 18, je pense que là, franchement, on vous l'a dit. Moins de 21, on pourrait. On pourrait y aller. Il a fait très fort. Évidemment, c'est Ryoko Akiyama qui est en charge de la traduction, si je ne me suis pas plantée quand j'ai récupéré mes informations, mais je lui envoie également des bisous, puisque je la connais aussi, et je me dis, waouh, elle a fait fort quand elle se remet comme ça à la traduction. C'est assez impressionnant. Je vois qu'il y a des questions par rapport au concours. Je ne sais pas si le tirage au sort a déjà été fait pour la première partie. On peut encore... C'est encore en cours, donc si jamais vous voulez remporter donc, toutes ces nouveautés qu'on vous a présentées, vous pouvez encore tenter en tapant « Bonne année » sur le chat. On vous rappelle toutes les nouveautés que vous pouvez remporter. C'est un gros pack avec donc, les 4 frères Yuzuki, Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés, Thunder 3, Welcome Back Alice, le chien gardien d'étoiles, ainsi que Die Vergelder. Voilà, un package énormissime. Toutes les nouveautés du mois de janvier de chez Pika en cadeau. Comme ça pour débuter l'année 2024, je trouve ça assez cool. Ça fait un petit pactole, parce qu'en plus, Pika Graphics, c'est un gros bouquin, donc c'est vraiment très très cool. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Voilà des gens qui participent, qui peut-être n'étaient pas arrivés au début de l'émission quand on avait annoncé le concours. Je vous laisse écrire bonne année tranquillement sur le chat. Profitez un petit peu encore, parce que le tirage au sort sera fait un petit peu plus tard et on donnera le nom des gagnants à la fin normalement de l'émission, ou de toute façon vous saurez, puisque le nom du gagnant va normalement être tiré au sort directement sur le chat. Donc il faudra être réactif les gars, soyez présents, soyez bien. Est-ce qu'on passerait pas à la suite du programme? Je ne sais pas si notre invité suivant est arrivé, si il semblerait qu'il soit là. Ma chère Elsa, c'était un délicieux moment à tes côtés. Absolument. Voilà, moi aussi. même si on a fini sur quelque chose d'un petit peu piquant. C'était un plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi, on est parti pour la deuxième partie de l'émission.
êtes toujours sur le Pika Live et cette fois-ci, on va y arriver évidemment, ce focus que vous attendez tous, puisqu'on va parler du meilleur des protagonistes. Ah mince, le cadreur est parti. On peut pas vous le montrer. Attendez, il est ici, regardez. Voilà, Dokja qui est ici. Alors, ça me rassure énormément parce qu'en fait, je trouvais que c'était un protagoniste avec un chara-design très sympathique. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis ravie de voir que sur le chat, eh bien, nous partageons ce même sentiment avec plusieurs personnes. Ça me touche énormément parce que je me disais, ouais, je suis folle. En fait, tous les protagonistes masculins, dès qu'ils arrivent, je les trouve beaux. C'est pas possible. Non, je ne suis pas folle. On est plusieurs à partager ce sentiment. On ne va pas parler que de l'aspect esthétique de Dokja. On va parler de tout l'univers qui l'entoure avec, évidemment, le directeur éditorial de Pika. Bonsoir, Mehdi, ça va bien? Bonsoir, Caroline, ça va, ouais? Je suis tellement contente que tu sois là. Ouais, moi pour aussi, cette bonne première année. émission. Tous Bonne mes année. vœux. Mais oui, très contente de revenir d'ailleurs dans Pika Live, puisque j'étais pas trop là le trimestre dernier. Ouais, tu es la bienvenue. Voilà, je suis très contente en plus pour parler de Webtoon finalement, parce que c'est le lancement aussi de la nouvelle collection Pika Webtoon, Exactement. qui est trop cool parce que vous avez déjà des titres de prévus qui me plaisent énormément. Je commence à frissonner puisque du coup, il y a vraiment genre un de mes énormes coups de cœur de ma vie que vous avez prévu dans votre catalogue pour le mois de février. Father. Voilà, il va falloir absolument qu'on en parle. Mais Avec avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais, nous savons, vous êtes à fond pour les cadeaux, bien entendu. Mais oui, un super kit vitrine à remporter avec un petit porte-clés que voici. Oui, trop mignon. Et évidemment, le premier tome de Omniscient Reader's Viewpoint, ici. Très beau. Franchement, l'édition, elle est canon. Elle est trop stylée. Il y a pas mal de gens qui l'ont d'ailleurs dit, puisque évidemment, le tome est sorti aujourd'hui. Et je vous micro-spoil en vous disant que ça a également plu en Corée. Mais du coup, voilà, pour remporter tous ces petits cadeaux, vous l'avez compris. Non, pour une fois, vous n'avez pas commencé à taper le mot avant que je le dise. Il faudra taper lecteur omniscient. J'ai l'impression qu'on vous piège un petit peu, parce que omniscient, en vrai, c'est pas facile à écrire. Omniscient, j'ai essayé de l'écrire toute seule et mon correcteur, il m'a dit, ça s'écrit pas comme ça. Ah. Donc, tapez-le correctement, voilà. Alors, voilà, ne le tapez pas en anglais, tapez-le en français. Lecteur omniscient pour remporter, je le rappelle, le kit vitrine, qui correspond à quoi d'ailleurs, le kit vitrine en vrai? C'est lui? Oh mon Dieu, vous repartez avec Dokja. Le BG. Oh, je repars avec aussi, évidemment, puisque moi j'ai déjà gagné dans le cœur de tous les gens de Pika. Je plaisante. Mais vous repartez donc avec lui. Incroyable. Voilà, il y a lui, le porte-clés et le premier tome. Voilà, c'est le package. Littéralement, là, on peut faire un screen. Je suis le package, mais vous enlevez Caroline, bien entendu. Tu n'es pas inclus dans le package. Je suis pas inclus dans le package. Mais effectivement, c'est un cadeau hyper cool. Donc, on vous laisse évidemment toute l'heure qui reste d'émission pour tenter votre chance en tapant le mot-clé, enfin les deux mots-clés, lecteur omniscient sur le chat. Et il y aura le tirage au sort à la toute fin, bien entendu. Donc, cette nouvelle collection qui arrive, Pika Webtoon, qui est bien marquée ici en grand. Est-ce que tu as vu que j'essaie de faire un maquillage en accord avec les couleurs de la nouvelle collection? Écoute, c'est un effort du plus bel effet. On te remercie. Voilà, bah écoute, je me remercie aussi. Je trouvais ça cool d'être en harmonie avec tous les éléments de la déco. Je me disais, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu du coup cette collection qui débarque ce mois-ci chez Pika? Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, Pika Webtoon, voilà, c'est l'arrivée de Pika dans la dimension des webtoons imprimés. C'est important de préciser qu'on ne va pas proposer une plateforme pour faire du webtoon digital. On va vraiment continuer notre métier d'éditeur là-dessus. Et le truc, c'est que ça date pas vraiment d'hier, en fait, toute la dimension... les artistes coréens, en fait, dans le catalogue Pika, voilà. Ou en tout cas, des artistes qui ont fait des manhwas, qui ont pu faire des mangas chez des grands éditeurs japonais, ça date vraiment pas d'hier. Et pour faire une petite rétrospective, j'ai amené, voilà, je profite d'être à l'écran, voilà. Le nouvel Angyonchi. Le nouvel Angyonchi, voilà, c'est un titre qui a fait les beaux jours de Pika et qui est du coup signé par un duo d'auteurs, donc et surtout Yang Kyung-il, qui est vraiment un dessinateur qu'on a beaucoup suivi durant toute sa carrière. On a également publié Ariade, voilà, tout ça remonte un petit peu parce que le nouvel Angyonchi c'était 2003, mine de rien. Bah, il y a plus de 20 ans. L'année dernière, ça faisait déjà 20 ans, voilà. Donc, il y a toujours eu dans l'ADN de Pika, très tôt, des artistes coréens dont on reconnaissait évidemment le talent, la valeur. Et quand Ariade s'est terminé, moi j'arrivais chez Pika, parce que je suis arrivé en 2015, et je n'avais de cesse de demander aux éditeurs japonais, mais à quand la prochaine série de Yang Kyung-il en fait. Et il n'y avait pas de nouvelles, ou alors voilà, on ne voulait pas me partager des informations. Et j'ai fini par comprendre en me rendant en Corée que c'est un auteur qui était retourné en Corée avec Yoon In-wan aussi, qu'ils avaient fondé leur propre studio
et qui en fait ils étaient en train de former des auteurs voilà, pour faire du webtoon. Donc c'est d'abord une politique d'auteur, en tout cas la réflexion autour de faire du webtoon, parce qu'on voulait tout simplement ne pas lâcher ces artistes-là talentueux. Et ça a été une ouverture sur tout ce qui arrivait en webtoon et de l'idée en fait de réfléchir à transposer ça en papier. Donc des plateformes ont fini par arriver en France. Moi, ça a commencé en 2016 de souvenir parce que j'ai commencé sur Dailytoon. Les premières plateformes. Ouais, il y avait Dailytoon qui à la base en fait était une plateforme française. Ouais, tout à fait, c'est une des premières. Il y a eu les premiers webtoons coréens dessus. J'ai déjà claqué ma thune dessus depuis 2016. Déjà, tu es une avant-gardiste. C'était terrible. Et alors, si on remonte encore plus dans le temps, moi, j'avais aussi travaillé très rapidement, parce que j'étais stagiaire à l'époque, chez Casterman sur la collection Hanguk. Alors, par contre, l'accent coréen, je sais travailler, c'est pas comme le japonais. Et du coup, là, c'était la première collection en France où il y a eu les premières tentatives de transposition du webtoon digital au format papier. Et du coup, il y a des auteurs, enfin en tout cas des séries comme Full Time, Romance Killer, enfin c'était les premières tentatives de... Ouais, c'est assez ancien, hein, mais voilà, du coup, je savais que ça existait, mais ça n'avait pas trouvé son lectorat. Donc c'est quelque chose qui germait, en tout cas chez Pika, et notamment grâce à ces auteurs-là historiques dont j'ai parlé. Et puis ça s'est lancé. On a des confrères qui se sont lancés et il y a eu plutôt de bons retours. Et nous, on a pris notre temps. Voilà. Ça a pris bien 1 an, voire presque 1 an et demi pour trouver le meilleur partenaire. Et quand je parle de partenaire, c'est… Partenaire en Corée ? En Corée, voilà, exactement. On tenait vraiment à s'associer en fait avec un studio qui proposait le meilleur contenu. On ne voulait pas y aller petit bras, entre guillemets. Voilà, on voulait Peut-être que là, on peut expliquer qu'effectivement, donc, à la différence un petit peu de comment ça peut se passer au Japon, pour faire du webtoon, c'est rarement un artiste tout seul qui est en mode « voilà, j'ai fait mon petit webtoon ». Effectivement, c'est devenu quelque chose d'assez massif avec des studios, comme tu dis. Et c'est important de le préciser parce que maintenant, tout est signé par des studios. Exactement. En fait, même avant de rentrer dans le processus créatif, finalement, on peut même parler des plateformes. Les plateformes qu'on connaît, style Webtoon/Never, Picoma/Kakao, Tapitoon. En fait, les plateformes, finalement, c'est un petit peu comme les magazines de prépublication en manga. Faux, Ils proposent du contenu, et un max de contenu, mais derrière, les créateurs de contenu, ce sont des studios. Et derrière studio, il y a finalement un groupe d'auteurs. Et c'est vrai qu'on a eu la chance du coup de visiter ce genre de studio. Et c'est vrai que l'organisation est assez différente par rapport à ce qu'on peut connaître en manga. Moi, ça fait vraiment penser à des studios d'animation. D'accord. C'est-à-dire que le travail est vraiment saucissonné entre plusieurs artistes. En plus, c'est fatalement numérique. Parce Exactement. Que du coup, c'est du webtoon à l'origine. Voilà, c'est de la création vraiment là, voilà, pour le webtoon digital. C'est comme ça hein, que évidemment le webtoon est lu en Corée. Et du coup, voilà, c'est un vrai travail d'équipe comme ce qu'on peut retrouver en animation avec un artiste dédié au scénario. Et bien souvent, c'est le cas d'Omniscient Readers Viewpoint, on y reviendra, mais un auteur qui fait finalement une adaptation, en fait, qui va partir d'un roman existant en Corée et qui va en faire le scénario du webtoon. Scénario qui du coup est disséqué par un espèce d'artiste principal, on va dire, qui va créer les designs, les chara-design, les créatures design, va être un petit peu le superviseur de tout ce beau monde parce que derrière, il y a d'autres artistes qui vont gérer les décors, les personnages secondaires, la colorisation bien sûr, qui est un gros boulot. Et il faut bien une telle équipe parce que c'est un rythme de staccanoviste, hein. Franchement. C'est un peu du jump level parce que c'est hebdomadaire, hein, les chapitres couleur. Chez eux. Et c'est en fait ça qui me choque, c'est de me dire c'est en couleur et c'est toutes les semaines. Sachant que c'est vraiment au Japon, colossal. finalement, hebdomadairement parlant, il y a peu de magazines qui font ça. Beaucoup font 2 fois par mois, voire mensuel. Et c'est vraiment le jump qui est le roi du hebdomadaire. Et c'est pour ça que quand je vois les plateformes par centaines en Corée qui proposent des contenus hebdomadaires de millions de trucs. Je me dis, mais ça doit être un petit peu la santé quand même pour les artistes en Corée. Hein. Ils s'accrochent, je pense qu'ils s'accrochent. Ouais, ils s'accrochent vraiment et voilà, ça ne peut pas reposer que sur un seul artiste. On peut parler d'un artiste principal, si tant est que voilà, le terme s'y prête. Et c'est vrai que là, c'est Sleepy C,
donc du studio Freebie2S, qui est du coup lié à Red Ice. Ah, d'accord, c'est ça. Voilà, il y a derrière, en fait, c'est vrai que c'est Red Ice qui va produire ce contenu. Il y a Oumi qui est du coup l'artiste. Voilà, Oumi qui est du studio Red Ice et qui va s'occuper de ce travail d'adaptation scénaristique dont on parlait tout à l'heure. Et Freebie2S est affilié au studio Red Ice. Et c'est vrai que voilà, ce sont vraiment d'énormes open space où tout le monde est supra concentré parce que ça demande énormément de travail. Quand on voit la qualité de certains webtoons qui sont… c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je pense qui sort très régulièrement, même comme tu disais, au prochain qui va sortir, qui s'appelle donc Father, I Don't Want This Marriage, qui est prévu chez vous pour le 14 février. Moi, en fait, je me rappelle que quand j'ai découvert ce webtoon sur la plateforme Tapitoon en français, donc totalement accessible pour mon langage, même si je lis énormément de webtoons en anglais aussi. Admirez-moi la qualité de la beauté des dessins. Non, c'est vraiment beaucoup trop beau. Et en fait, je me rappelle que c'est vraiment en fait le travail, le soin apporté sur tous les petits détails finalement des différentes illustrations qui m'a fait craquer pour ce titre avant même son pitch qui est juste incroyable, car en fait du coup là on a deux finalement titres qui sont totalement différents, mais ça fait un petit peu partie on va dire des thèmes qui sont assez populaires dans l'univers du webtoon, car là on va finalement suivre un protagoniste masculin dans une aventure assez épique, voilà, pour rester très vague. Et en fait, du côté de I Don't Want This Marriage, on va partir. Alors, l'un des thèmes principaux, c'est quand même la romance, même si, oui, la survie aussi, hein, puisqu'en fait, on va partir sur un des thèmes qui revient dans beaucoup de webtoons, qui est donc la réincarnation. On va suivre l'héroïne qui, en fait, se trouve en train d'être mise à mort. Elle est condamnée par, donc à droite, vous avez, je crois, donc c'est le fils de l'empereur, où il va devenir empereur à ce moment-là, donc le brun, incroyable et magnifique brun, et le papa de l'héroïne qui est à gauche. Et en fait, les deux lui tournent le dos, et en fait, donc elle meurt dans de terribles souffrances. C'est beaucoup comme ça que ça débute. Et ensuite, on a, du coup, voilà, sa nouvelle vie. Elle a une nouvelle chance. Elle repart des années en arrière et elle se dit hors de question de refaire les mêmes choix. Donc si j'ai bien compris, pour m'en sortir, il faut que je fasse ci. Et surtout, en fait, elle se fait des idées sur finalement ce que pensent réellement les gens d'elle. Elle pense que son père ne l'aime pas, alors qu'en fait, littéralement, il pourrait dévaster une contrée entière pour sauver sa fille. Je ne comprends toujours pas très bien, évidemment, pourquoi finalement il a laissé mourir au début, mais les réponses arrivent, bien entendu, et la qualité du dessin constante, permanente, tout le temps. C'est juste beaucoup trop beau. Et il y a vraiment beaucoup d'humour aussi. C'est ça qui rend aussi l'ambiance un peu plus légère, parce que ce qui est drôle, c'est que le brun, donc je vous dis, voilà, qui est le fils de l'empereur, en fait, c'est le disciple du papa, mais du coup, il va s'acoquiner un petit peu avec l'héroïne, mais sans lui dire qui il est vraiment. Donc elle pense que c'est juste un gars comme ça, un peu un garde qui appartient un petit peu à l'équipe de son papa, mais elle se dit juste que c'est un pauvre type un peu. Enfin, pour elle, c'est un chat errant, alors que c'est le fils de l'empereur. Enfin, c'est super drôle. Il y a des moments, c'est hyper drôle, c'est très touchant, puis on avance un petit peu dans les révélations, il y a des complots. C'est tellement bien, vraiment, il faut que vous le testiez. S'il vous plaît. Vraiment kiffé, ça fait plaisir. Hein. Ah non, mais le titre est trop bien. Je le disais tout à l'heure à Marine, je disais quand Camille m'a envoyé le mail, caps lock dans la réponse tout de suite, et que si jamais vraiment les mails pouvaient faire du son, en fait elle était sourde la pauvre, tu vois, mais donc heureusement ça ne marche pas. Donc elle a toujours ses deux oreilles, mais vraiment c'était une surprise incroyable. Alors il y a des gens qui disent qu'il y a eu un bug, mais peut-être qu'on est revenu. Ah, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, ils disent c'est un 10 sur 10, 10 sur 10. Ah. Évidemment. Je pense qu'on doit être quand même pas mal à attendre ce titre-là, parce qu'il est vraiment très bien et il est d'une qualité. Alors, je pense qu'on peut associer un peu les deux dans deux univers totalement différents, parce que la qualité, elle est au rendez-vous ici avec ce titre-là également. Moi, en fait, j'ai travaillé pour Picoma il y a quelques temps. D'accord. Et on avait fait une émission sur le thème du leveling. Parce que c'est aussi un des sujets qui revient énormément dans pas mal de webtoons. Et donc évidemment, on s'en était servi pour parler du grand solo leveling. Et tous les gens qui avaient suivi l'émission, ils m'ont tous dit, mais Caro, mais si t'aimes ce type d'histoire, mais tu devrais absolument découvrir Omniscient Reader's Viewpoint. Et j'étais en mode, mais ok les gars, il n'y a pas de souci, je note vos recommandations. J'avais jamais eu le temps de me plonger dedans, mais je me suis pris une claque. Ouais. Mais une claque folle, parce que en fait, après avoir fini le tome, mais je suis allée sur Webtoon parce que je ne pouvais pas m'arrêter. C'était pas possible de s'arrêter là. J'étais en mode non, attendez. En plus, quand je l'ai commencé, c'était un petit peu en avance, tu vois, c'était pas genre aujourd'hui, c'était il y a quelques jours, et je me suis dit,
je vais lire 2 chapitres. Histoire de... Puis je continuerai demain. C'est pas possible avec le webtoon. C'est pas possible. Ah, c'est un piège. On peut pas s'arrêter à 2 chapitres sur ce truc-là. C'est pas possible. On le lit en entier, puis derrière, on est obligé d'aller voir la suite. C'est au moins pour se dire, ok, il s'est passé ça. Je vais reprendre mon souffle et attendre le tome 2. Mais j'avais besoin, ça s'arrête. À un moment, on se dit, non, je voudrais savoir quand même, c'est important. Et alors, il y a des gens qui posent plein de questions sur Omniscient Reader's Viewpoint. N'hésitez pas à les garder de côté parce qu'on va vous laisser un petit temps, si vous voulez, plus tard, vers la fin de l'émission. On va essayer de vous garder quelques minutes pour répondre à vos questions. Attendez, il y a une remarque à laquelle j'ai envie de répondre. Solo Leveling et ORV n'ont aucun rapport. Alors, excuse-moi, il y a quand même un héros dans les deux et ils vivent des aventures épiques. J'ai jamais dit que c'était la même histoire. J'ai dit que des gens qui m'avaient vu parler de Solo Leveling m'avaient recommandé de découvrir ce titre-là parce qu'ils le trouvaient d'une qualité similaire. Donc ne commencez pas à dire des choses que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Parce que en plus, je trouve que les 2 histoires se valent complètement. Et puis ils ont un rapport, en fait, c'est le studio Red Ice qui est derrière les 2 projets. Donc finalement... Mais c'est peut-être pour ça que les gens me l'avaient recommandé aussi, en fait. Je pense qu'il doit y avoir des éléments quand même. dans le traitement des 2 œuvres, ouais. Mais du coup, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, on les prendra tout à l'heure, parce que du coup, on a encore pas mal de sujets à aborder, bien évidemment, sur cette œuvre, car finalement, on n'a pas encore parlé. De quoi est-ce que ça parle finalement, Omniscient Reader's Viewpoint, Mehdi? Eh bien, en fait, ça commence sur un employé voilà, qui s'appelle Kim Dok-ja, qui a tout de l'employé banal, vraiment. Il brille pas vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'assez renfermé. Et son seul petit plaisir, c'est de lire son web roman. Et c'est un web roman qu'il lit depuis 10 ans. C'est-à-dire que, pour te dire, il a commencé, il était au collège. Donc il est maintenant voilà, jeune adulte dans la vie active et il n'a jamais la lecture de ce roman qui compte quand même 3149 chapitres. Donc il faut en vouloir pour arriver au bout. Ouais, je suis d'accord. Tant et si bien qu'il a fini par être l'unique lecteur. C'est-à-dire que voilà, quand il regarde son appli et qu'il découvre les chapitres, il y a une lecture, une vue, c'est lui. Donc il finit par arriver au bout de ce chapitre, et à partir du moment où il termine de lire l'épilogue, la fin du monde se déclenche. Purement et simplement. Il est dans le métro au moment où ça arrive, et là, tout part en vrille, et tout se passe comme dans le roman qu'il lit. Il va